parce qu'on dit tout le temps qu'il y a pas de lien entre le professionnel et le personnel. Mais là, justement, dans cette interview, on va faire un lien entre l'aspect professionnel, notamment de la vie sentimentale, avec l'aspect professionnel de faire peut-être un métier ou une activité qui nous épanouisse. Et juste avant qu'on rentre dans ce sujet, peut-être je te laisse te présenter, Asna, pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas. Bien sûr. Alors oui, je m'appelle Asma, j'ai 35 ans, je suis mère de deux enfants. Je suis coach en reconversion professionnelle, pardon. Donc du coup pour un épanouissement professionnel et personnel, parce que tout à l'heure on va voir le lien entre les deux. Donc je suis coach depuis 6 mois, donc je suis une coach, une nouvelle coach, on va dire. Je me suis Ok. moi-même reconvertie après 10 ans de carrière en conseil, dans stratégie, gestion de projet. Mhm. Et donc voilà, donc moi je m'épanouis en tout cas complètement dans mon activité et donc aussi dans ma vie personnelle grâce à cette reconversion-là que donc j'ai le plaisir en fait de partager justement avec les personnes que je coach. Voilà. Ok, et bah, du coup, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Moi, ce que j'ai observé, c'est qu'il y avait beaucoup de coachés. Donc, moi, j'accompagne des hommes timides, hein, qui veulent avoir leur première expérience ou qui veulent développer peut-être, ou qui sortent des fois d'un divorce, des choses comme ça. Et ce que j'ai observé, c'est que très souvent, euh, là, j'en avais un, par exemple, la semaine dernière, qui me dit qu'il était proche du burn-out, pour te prendre un exemple concret. Et, euh, et du coup, bah, il n'arrivait plus à séduire, il n'arrivait plus à faire des exercices que je lui proposais, etc. Et ça m'arrive de temps en temps, c'est pas tout le temps. Et du Mm. coup, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un rapport parce que quand la personne est épuisée après le travail, nanani, bah, on lui dit va sur un site de rencontre ou va aborder une fille dans la rue ou ce que tu veux, ou fais une Mm. soirée, la personne n'a plus d'énergie. Du coup, Tout à fait. comment t'expliques comment t'expliques ce phénomène déjà? Alors, ouais, donc je comprends très bien ce phénomène justement parce que il y a plusieurs choses. Ben, ouais, quand on est proche du burn-out, on a déjà, je pense, passé pas mal de temps dans un travail qui nous épanouit pas du tout. Et d'une manière générale, quand on fait une activité qui nous épanouit pas du tout, ou on se sent pas utile, ou on sent qu'on manque de sens, ou par exemple on a des relations un peu, enfin, chaotiques avec nos collègues de travail, etc. Ben en fait, ça nous bouffe de l'énergie. Euh, plus mentale et du coup ben on est épuisé à la fin de la journée parce que ben en fait comme justement le travail, même si c'est un travail qu'on fait depuis très longtemps, etc., ben en fait nos valeurs, nos propres valeurs, elles changent et donc du coup elles ne sont plus en phase avec le travail qu'on fait. Et donc, on a besoin vraiment d'aller chercher cette motivation extérieure pour justement faire ce qu'on a à faire durant la journée. Et le fait d'aller chercher cette motivation extérieure pour faire ce qu'on doit faire, que ce soit les collègues de travail avec qui on s'entend plus, etc., ben ça fait en fait que ça nous bouffe de l'énergie. Et ben on a une charge mentale en fait qui est voilà qui est saturée. Et donc je comprends en fait que tes coachés n'aient plus d'énergie, ne soient plus dans l'ambiance vraiment d'aller sortir le soir, etc. Parce que justement il y a cet épuisement mental en fait qui se fait. Mm. Et lui, dans son cas, c'était un bore-out, c'est-à-dire qu'en fait, il lui donne quasiment pas de travail intéressant. On parle aussi des fois de burn-out quand la Ouais. personne travaille trop. Moi, personnellement, j'ai fait 3 burn-out. Et du coup, bah, comment Wow. Ok. t'expliques? Enfin, trois, j'en ai fait vraiment un et j'en ai fait deux semi, on va dire, mais cette fois-ci, Ouais. j'étais plus à l'aise. Comment t'expliques D'accord. que quelqu'un, justement, rentre dans un épuisement professionnel? C'est le fait de ne pas s'entendre avec les collègues? C'est le fait qu'il n'y ait pas de sens, comme tu l'as dit, dans le travail? Ou c'est d'autres choses Mm. qui font ce genre de choses? En fait, c'est d'une manière générale, que ce soit dans l'activité professionnelle ou parce qu'on peut aussi faire des burn quand on est par exemple mère au foyer ou quelque chose comme ça, enfin en père au foyer. Dans le personnel, c'est le fait en fait de pas s'écouter, de pas écouter son corps et de pas justement écouter les signaux qui vont nous dire en fait attention, tu es épuisé, attention, tu dépenses beaucoup d'énergie pour ça, etc., etc. Donc du coup, ben ça fait que la personne n'écoute pas, elle reste, enfin elle fait elle met même des
sur ses yeux et elle continue dans son truc, dans son trip. Et elle croit en fait et même à chaque fois qu'elle peut recevoir des signaux, enfin à chaque fois, les signaux, quand je parle des signaux, c'est par exemple, ça peut être des signaux physiologiques, c'est-à-dire tomber malade à répétition ou quoi. Ça peut être des catastrophes, entre guillemets, qui peuvent nous arriver de temps en temps, etc. L'idée, c'est vraiment de ces personnes-là qui arrivent à ces burn-out-là, c'est qu'ils ne prennent pas de recul. Voilà, c'est qu'ils ne prennent pas du tout de recul pour écouter signaux qui peuvent arriver et dire alors qu'est-ce que vient nous dire ça, qu'est-ce que vient nous dire ça, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer, c'est-à-dire ne pas prendre de recul. Et aussi des personnes qui font aussi pour avoir aussi travaillé avec des personnes qui ont fait des burn-out, c'est des personnes qui sont qui ont des attentes très très élevées par rapport à l'activité professionnelle. Et donc, ces attentes-là ne sont pas nourries, ne sont pas remplies, en fait. Et donc, il y a un déphasage entre les attentes qui sont assez hautes, en fait, de l'employé. Et comme en face, c'est pas nourri, en face, l'employeur, il va soit ne pas reconnaître son travail, dénigrer son travail, justement ne pas lui donner un travail intéressant, etc. Ça fait en fait qu'il y a un choc en fait finalement. Au début, la personne ne voit pas, et après, quand elle le voit, hop, elle se mange ce choc-là, et du coup là, ça peut faire des dégâts quoi. Alors, du coup, on a parlé du lien entre le professionnel et le personnel. Est-ce qu'il y a vraiment un lien entre le professionnel et le personnel? Est-ce qu'il n'y en a pas comme souvent on dit, il faut Ouais. séparer sa vie pro et sa vie perso. Qu'est-ce que tu penses de cette expression, par Ouais. exemple? Ouais, c'est ce qu'on me disait aussi quand j'étais au travail. Moi, je me rappelle, j'étais promue. Enfin, moi, j'ai quitté alors que j'avais sur papier tout ce qui était bien, etc. Alors que je me sentais pas bien. Et je me rappelle, mon boss, quand j'ai évolué en tant que manager et tout, il m'a dit maintenant, c'est fini. Enfin voilà, t'es pause avec. Enfin, en gros, tu n'es plus en mode pote avec tes collègues, t'es en mode chef, quoi. Et là, j'étais mais complètement choquée parce que je me dis mais je vais pas me changer moi juste parce que j'ai changé j'ai changé de statut en guillemets ou de poste ou j'ai évolué dans l'entreprise. Je vais pas me changer moi. Donc en effet, on est une seule personne et on ne peut pas se séparer et scinder en deux mon moi professionnel, voilà comment je dois être, et mon moi personnel. Ça, c'est impossible. C'est une illusion que de croire ça, en tout cas, que ce soit voilà, pour les personnes qui travaillent, pour les managers, etc. Et du coup, l'idée, c'est une personne, elle est entière. Et justement, l'idée, justement, pour ne pas arriver à ce burn-out, de se mettre des masques comme ça et de dire ok maintenant je suis au travail donc je dois être tel enfin je dois me mettre des étiquettes parce que pour paraître je sais pas gentil ou autoritaire au contraire ou enfin selon ce que me demande mon entourage en tout cas professionnel. Donc c'est sûr qu'il y a un impact enfin un lien direct entre le professionnel et le personnel en sachant aussi que le travail, il constitue, déjà en termes de temps, pour moi, c'est presque la moitié de notre vie. Si on enlève juste les week-ends, on garde les 5 jours de la semaine et on enlève sur les 24 heures du jour, on enlève les 8 heures de sommeil, il nous reste 16 heures. Et on est 8 heures au travail et il nous reste 8 heures pour le perso, entre guillemets, sans compter la préparation pour aller au travail, pour revenir, etc. Donc, ça fait plus que la moitié de notre vie. Et donc, l'idée, si la personne, elle est malheureuse au travail, c'est-à-dire qu'elle a la moitié de sa vie malheureuse, en fait. Et donc, bien sûr, après, qu'on peut être pas bien aussi au niveau personnel et du coup, ne pas avoir un impact, enfin, avoir justement un impact négatif, que ce soit sur notre vie sentimentale, sur notre disponibilité intellectuelle pour être pour rencontrer des personnes, pour être ouvert, voilà, le lien pour moi, c'est un lien direct, quoi. C'est même pas un lien indirect, c'est un lien direct. Et ça fait partie des différents domaines de vie en fait de la personne, des domaines de vie qui sont très importants, qui sont justement qui doivent être aussi équilibrés. La carrière et aussi la partie couple, amour, qui doit être aussi développée, quoi, équilibrée en tout cas avec les autres domaines de vie. Ok, alors du coup, euh, pour te prendre un autre exemple aussi que j'ai, peut-être ce serait intéressant de prendre des cas spécifiques pour nos auditeurs. Mhm. J'avais un autre coaché qui, lui, arrive finalement
à coucher avec des filles, même s'il n'a pas forcément trouvé une fille avec qui se poser, même s'il a l'intention potentiellement de le faire. Et ce qui se passe, c'est que là, il est au chômage pour l'instant. Et en fait, il bloque à chaque fois qu'une fille lui dit bah, du coup, tu fais quoi dans la vie? Et non seulement les filles, des fois, ne le jugent pas, mais c'est lui qui se juge lui-même par rapport à ça pendant cette période de transition où tu Mm. vois, il se cherche. Et la deuxième chose, en plus de ne pas assumer vraiment qu'il est en train de se chercher, c'est Mhm. aussi que il ne sait pas vraiment ce qu'il peut faire parce que lui, il aimait bien le côté DJ, il aimait bien le côté musique, mais il voit pas, il y a eu le Covid, tout ça, comment il aurait pu en gagner parce qu'il n'y avait plus de soirée pendant peut-être ça va redémarrer, on ne sait pas. Donc difficulté aussi à se dire: «OK, moi je veux bien vivre de ce que j'aime, mais il faut encore que j'arrive à gagner ma vie, quoi». Ouais, Donc c'est 2 clair. questions en une, hein, je sais. Oui, oui, bien sûr. Alors, en fait, c'est très intéressant ce que tu dis parce que justement, comme tu dis, ben la personne ne s'assume pas alors que, enfin, elle se juge elle-même alors que ça se trouve la personne en face, la fille d'en face, elle va pas forcément le juger parce que justement lui il se juge parce que il croit que c'est négatif d'être au chômage alors que il peut justement le percevoir d'une manière positive. Donc c'est l'une des choses que je travaille aussi avec mes coachés, c'est toute la partie croyance, la partie voilà, toute la partie vraiment croyance de nous et croyances aussi, enfin, par rapport à nous et aussi croyances par rapport à notre entourage, notre environnement. Et donc, c'est quelque chose qui se travaille et aussi le fait justement d'être au chômage justement s'il le perçoit d'une autre manière, le fait que bah, justement c'est une occasion, une opportunité pour lui de trouver ce qui pourrait l'intéresser, de prendre le temps d'étudier ou de faire une petite introspection sur ce qu'il aime, sur quels sont ses talents, quelles sont ses valeurs, etc. Ben c'est sûr que ça va retourner la situation en sa faveur plutôt parce que il va plus s'assumer et il va au contraire vendre entre guillemets en face de la fille en lui disant en fait moi je prends le temps de bien me poser, réfléchir à ce que je veux faire et pas forcément faire un travail pour faire un travail. Et puis je sais aussi que plein de personnes on n'assume pas aussi la partie chômage parce qu'ils se disent oui je suis dépendant des autres etc. Il faut pas oublier non plus aussi que le chômage, ben, on cotise quand on est salarié, aussi on cotise pour ce comme une assurance chômage en fait, et donc on a tout à fait chacun son tour entre guillemets d'être au chômage et de toute façon voilà enfin, c'est aussi une opportunité pour la personne pour rebondir en fait et pour être épanoui que ce soit au niveau professionnel et personnel. Donc ça c'était pour la première partie de la question. OK. Je sais pas si c'était C'est clair très, c'est très, c'est très clair, oui, oui. La deuxième ok partie, du coup, c'était qu'il avait du mal à trouver sa voie, ouais notamment sur des voies qui ne sont pas forcément «rentables» entre guillemets. Donc, oui peut-être tu peux nous expliquer d'ailleurs bien sûr comment tu t'y prends pour accompagner là-dessus? oui bien sûr volontiers volontiers. Parce que si la personne aime bien la partie, enfin tout ce qui est DJ, tout ce qui est voilà animation, que ce soit voilà de la musique, chanson, etc. Ben elle peut aussi s'auto-juger. Malheureusement, on a beaucoup d'injonctions de bien mal, de ce qui est le vrai travail, le faux travail entre guillemets qu'on peut avoir, Ouais. et on peut justement se juger pour ça et dire ah oui être DJ c'est pas forcément un vrai travail ou quoi. Enfin il faut voilà. Donc ça déjà on peut s'enlever la pression là-dessus. Il n'y a pas de vrai ou de mauvais travail. Il y a un métier qu'on peut gagner de l'argent avec, plus ou moins, enfin beaucoup. On peut aussi, comme ce que tu as fait, de faire une transition très progressive, c'est-à-dire avoir un job alimentaire qu'on peut assumer. Je fais un job alimentaire pour payer mes factures, etc., pour en vivre. Et en parallèle, je fais quelque chose qui me passionne, que je peux, au fur et à mesure, transformer en un métier qui est lucratif. Donc ça, c'est pour la partie justement de se lâcher un peu, enfin la pression de faire quelque chose qu'on aime et de pouvoir le faire d'une manière progressive, en tout cas le planifier et de ne pas forcément prendre des risques financiers, d'être comment dire, enfin ne pas prendre voilà de risques, etc. Et du coup, moi comment j'accompagne du coup mes coachés, donc je les accompagne en 3 étapes. Donc justement, la première étape, c'est une méthode que j'ai créée qui s'appelle triple A. Donc le premier
de l'alignement. Donc, alignement, c'est-à-dire se connaître suffisamment pour aligner ses actions, que ça soit du quotidien ou que ça soit des décisions qu'on va prendre plus ou moins importantes avec soi, avec qui on est en fait tout simplement, sans autorité extérieure. Donc ça, on travaille vraiment, on va aller vraiment en profondeur de qui on est, c'est-à-dire quelles sont nos valeurs, quelles sont nos limites, quels sont nos besoins à nourrir, justement à faire gaffe à les nourrir quotidiennement, quels sont nos talents, parce qu'on croit des fois qu'on a chacun a des talents, on est né chacun avec un talent minimum, quelles sont nos sources de joie, qu'est-ce qu'on aime faire, quel est notre rêve, etc. Tout ça, en fait, on l'identifie, on le détermine parce que on a l'impression de connaître tout ça, mais quand on se plonge dedans, là, on peut avoir vraiment de belles surprises. Et surtout quand on rassemble tout ça, on dit alors qu'est-ce que ça donne, etc. Donc ça, c'est une très belle étape. Ensuite, le deuxième A, une fois la personne, elle se connaît suffisamment, connaître un peu comment le monde fonctionne, donc quelles sont les attentes de l'autre, chacun a son système de valeurs et donc on sait que chacun a ses contraintes, chacun a ses besoins, etc. Et aussi, on travaille toute la partie croyance, blocage, peur, parce que les personnes que j'accompagne ont souvent la peur de passer à l'action, la peur d'être jugé, s'ils changent de métier, par exemple, la peur du syndrome, le syndrome de l'imposteur, la peur de ne pas être assez, de ne pas être suffisamment compétent dans leur nouveau métier, etc. Donc toute cette partie-là, donc on la travaille dans le pilier de l'authenticité. Et à la suite de ça, en fait, la personne est là, elle peut construire une vision qui est justement authentique de ce qu'elle veut vraiment. Parce que des fois, quand je demande à des personnes, voilà, comme ça, quel est ton rêve, etc., ils vont me dire, je suis sous un cocotier, dans une île, etc. Mais finalement, est-ce que c'est un rêve authentique ou pas? Est-ce que si je te laisse 365 jours sous un cocotier en face de la mer sur une île, est-ce que tu vas être vraiment heureuse? Heureux? Est-ce que qu'est-ce que tu vas faire de tes journées? Est-ce que tu vas pas te faire chier au bout d'un moment, quoi? Ok, ouais. Voilà. Donc voilà, toute cette partie-là qu'on travaille justement sur les perceptions des choses, etc. Donc ça, c'est... Et ensuite, le troisième A, c'est le A de l'accomplissement. Donc c'est vraiment le passage à l'action. Donc on va prendre la vision et on va la transformer en objectif. Donc la transformer en objectif pour justement aller vers en fait les métiers qui ont été identifiés auparavant pour aller vers l'action. C'est pas forcément des choses qu'on peut faire d'un coup, c'est-à-dire on peut le faire très progressivement, on peut faire des planifications sur le temps, en termes aussi de financièrement, comment ça se passe pour vivre, etc. On peut faire aussi ces calculs-là et vraiment aller dans l'action parce que d'habitude. La plupart des gens, justement, ils acquièrent toutes les connaissances, etc. Mais ce qui manque, c'est vraiment le passage à l'action et le fait d'aller expérimenter la chose. S'il y a une formation que je voulais faire il y a X années, je la fais et puis c'est tout. Enfin, voilà. C'est tout simplement ça, en fait. Je les encourage à aller expérimenter. S'il y a un coup de fil que je dois faire passer peut-être que j'admire, pourquoi pas, je l'appelle ou je lui écris ou en tout cas passer à l'action et pour ne pas justement avoir de regrets, quoi. L'idée, c'est ça, c'est limite, on peut avoir des remords, mais pas des regrets. Ok, super. Moi, c'est vrai que j'accompagne beaucoup d'ingénieurs et j'avais fait un sondage, tu sais, sur 150 ou 180 à peu près hommes. Et ce qui est ressorti, c'est que les moments où ils étaient le plus séduisants, c'est justement les moments, enfin, tu vas me dire, il n'y a rien de surprenant, mais où ils essayaient pas de séduire. C'est-à-dire quand ils faisaient des activités qu'ils aimaient, quand ils étaient en train de, je sais pas, de réussir leur diplôme d'ingénieur, par exemple, ou le jour où justement la personne était Ouais. déjà heureuse dans sa vie personnelle, professionnelle. Et du coup, automatiquement, ça attirait plus de filles. Du Mais coup, c'est clair, parce que la personne, en fait, elle connaît son pourquoi. Elle connaît en fait son pourquoi. Elle sait pourquoi elle fait ces projets-là. Et elle assume tout à fait ce qu'elle fait. Elle se connaît. Parce que quand on se connaît, en fait, on se donne automatiquement de la valeur. Donc notre estime de soi, elle augmente. Et donc notre confiance en soi, c'est vraiment un cercle vertueux. Et du coup, en fait, on est bien. Et du coup, quand on fait ce qu'on aime,
et quand on s'amuse et quand on est en joie, ben, en fait, on est en haute énergie. Et quand on est en haute énergie, ben, en fait, ben, on peut pleinement être dans la loi de l'attraction pour attirer ben, tout ce qu'on veut, en fait, finalement. Et du coup, bah, c'est sûr que si la personne, elle souhaite rencontrer la femme de sa vie, elle désire, il le désire vraiment, bah, en fait, elle va l'attirer directement, quoi. Hmm. Et du coup, à l'inverse, t'as parlé des relations un petit peu toxiques, en tout cas de l'environnement qui peut être un peu nocif des fois. Moi, par exemple, tu vois, Ouais, j'ai fait coach euh, du coup de séduction. Au tout début, mes parents étaient complètement contre, en fait, hein. Beaucoup dans le jugement. Régulièrement, moi, dans mon métier, par exemple, j'ai plein d'amis enfin, d'anciens amis ou de connaissances qui me ramènent. Ah oui, est-ce que tu faut être comme ça, tu es comme ci. Bon, là, c'est un métier qui est particulièrement à même de se faire juger, mais j'imagine. Est-ce que tu peux creuser un petit peu cette partie-là? C'est-à-dire que est-ce que c'est dur de faire un métier qui serait plus une passion à la base? Comment on peut dépasser le regard des oui. autres? Ouais, c'est clair, oui, oui. Ben c'est ça, j'ai parlé du pourquoi. Donc, si le pourquoi, il est assez fort et qu'il fait sens pour toi, c'est que, par exemple, ben, toi-même, voilà, tu trouves du sens à accompagner des personnes pour retrouver l'amour de leur vie, en tout cas pour faire des romans attirer la bonne personne dans leur vie. Si tu trouves sens à ça, bah, en fait, ça dépasse complètement, ça devrait dépasser complètement en fait tes peurs ou tes inquiétudes par rapport au fait est-ce que je vais être jugée ou pas. Donc pour moi, justement, la personne qui veut faire un métier qui le fait vibrer et qu'il a peur justement de ce syndrome de l'imposteur ou le fait qu'il soit jugé par les autres parce qu'il va faire un métier entre guillemets pas très assumé ou bizarre ou quoi. Enfin, en fait, juste se connecter à ce pourquoi-là, pourquoi je vais le faire. Et ce pourquoi-là, il dépasse complètement en fait tout ça en fait, ça le dépasse parce que c'est quelque chose à l'intérieur de soi, ça vient de l'intérieur et c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de faire, quels que soient les obstacles qu'on peut avoir en fait, Et qu'est-ce que tu tout conseillerais du coup simplement. à Ouais. quelqu'un qui se fait juger par sa famille, par exemple, ou par ses amis quand il fait un métier qu'il aime? Ouais. Ben déjà de leur communiquer en fait, de leur expliquer. Moi, je conseille beaucoup la communication non violente avec une étape. On peut trouver sur Internet facilement. C'est la méthode DESC, DESC. C'est pour décrire puis exprimer ses émotions vraiment en jeu. Voilà ce que je sens, etc., etc. Et puis le S, je me rappelle plus exactement ce que c'est. La situation, voilà, expliquer la situation. Et puis le C, circonstances, Conséquences. il me semble. C'est-à-dire, en fait, grosso modo, conséquences, pardon, c'est les conséquences, pardon. Ouais, c'est ça. D'expliquer, en fait, ce que ça va engendrer. Du coup, si tu vas exprimer tes émotions, etc. Donc, du coup, cette méthode-là, en fait, ça marche très bien, que ce soit professionnel, que ce soit dans le personnel, partout. Et du coup, voilà, communiquer sur ce besoin-là de faire ce métier-là et éventuellement de dire voilà moi je veux expérimenter de voir comme ça on se met pas de pression c'est-à-dire que on peut dire aux amis je veux juste voir ce que ça donne c'est comme une période d'essai entre guillemets on se dit voilà je me donne 1 an ou je me donne 2 ans ou 3 ans pour expérimenter ça si je vois vraiment que ça joue pas etc bah je peux toujours il y a toujours la solution de revenir que ce soit au salariat ou de revenir à un travail plus traditionnel entre guillemets ou plus classique donc là ça peut apaiser un petit peu les jugements qu'on peut avoir et puis voilà de dire que c'est la vie de la personne elle est voilà Mathieu vacciné pour justement choisir c'est sa vie quoi donc l'idée c'est de l'expliquer d'une manière où enfin, sans rentrer forcément dans le conflit donc après ça dépend aussi de notre entourage, s'il est plus ou moins toxique, on peut avoir, je comprends qu'on peut avoir des personnes qui comprennent pas, etc. Dans ce cas-là, ben voilà. Enfin, l'idée c'est aussi peut-être de prouver finalement à la personne de dire ok ben je vais faire quand même faire et peut-être ça va le fait que ça marche etc ben ça va prouver à l'autre personne de la famille que ben, en fait finalement ben il a fait la bonne il a pris la bonne décision quoi. Moi, je sais qu'en tout cas, j'ai dû prendre de la distance à un moment donné pour Ah, carrément
Alors, j'ai une autre question aussi, c'est que bon, toi, du coup, tu es coach et je vais être sincère avec toi, Asna. Je vois énormément de gens qui se mettent au coaching. Moi, j'ai commencé il y a 10 ans. Ça n'existait même pas, le coaching de vie ou coaching en Ouais, général. Et j'ai l'impression que, hein, là, je voyais aussi il n'y a pas longtemps Sophrologue, c'est pareil. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est la voie où tout le monde va quand on ne sait pas trop quoi faire. Enfin, ça me donne cette impression-là. C'est peut-être un jugement de ma part, mais bon, je l'assume. Et du coup, c'est bien, ouais. et du coup je me dis, bah, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que j'ai l'impression que c'est quand même vachement à la mode et que quand les gens ne savent pas trop quoi faire, un peu comme tu l'as dit tout à l'heure, ils vont dire, bon, bah, moi, je veux rendre les gens heureux, je veux, et ce sont des grandes, pour moi, hein, qui sont des Oui, grandes généralités comme je vais rendre tout le monde heureux, moi, ce que je veux, c'est aider les gens. Et tout le monde a envie d'aider, mais j'ai l'impression que c'est plus une mode que des fois une réelle motivation ou un réel talent, en tout cas, mm, des personnes. oui. Alors tout à fait. C'est vrai qu'on peut, enfin, tout le monde veut contribuer à un monde meilleur. Ça, c'est sûr. OK? Maintenant, il y a plusieurs manières de le faire. Maintenant, par exemple, tous ceux qui sont coachs, après, il y a plusieurs types de coachs. Enfin, c'est vrai que le métier de coach, il n'est pas très réglementé, on va dire. Et donc, du coup, on peut trouver tout et n'importe quoi. Et mais enfin, pour moi, en tout cas, si on exerce le métier de coach, c'est-à-dire qu'on sait ce que c'est-à-dire de faire des séances, d'accompagner la personne, d'écouter la personne, ça demande quand même des compétences en fait. Donc, si la personne veut quand même contribuer à une vie meilleure ou un monde meilleur, mais qui n'a pas la compétence de d'écoute, qui n'a pas la chance de voilà justement d'écouter la personne, qui n'a pas voilà toutes les compétences que demande le métier de coaching, bah il peut pas, mais il peut le faire autrement en offrant d'autres services ou en vendant enfin des produits vraiment plus physiques ou en impactant autrement. Mais c'est sûr que on peut se dire oui, alors c'est facile, je vais me mettre au coaching, mais si on s'y met réellement, qu'on a des coachés et etc. Enfin, et que ça joue pas, enfin que la personne est malheureuse entre guillemets parce que elle aime pas forcément rester pendant 2 heures avec une personne en train de l'écouter et de la conseiller et de l'encourager et finalement c'est pas fait pour elle en fait le coaching. Elle va vite se rendre compte, en tout cas la personne, qu'elle est pas faite pour le coaching et que elle peut impacter le monde autrement sans forcément passer par le coaching. Parce que par exemple moi pourquoi j'ai décidé de faire du coaching, parce que en fait tout simplement je me rendais compte que je le faisais déjà au travers, en tout cas avec ma famille, avec mon entourage, sans le savoir en fait. À chaque fois j'étais là. Dès que j'apprenais un nouveau truc, je suis aussi coach en nutrition, alimentation, hygiène de vie, etc. À chaque fois que j'apprenais un nouveau, j'appelais mes parents, j'ai appelé ma sœur, non, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Alors c'est comme ça, c'est enfin, tu vois. Et du coup, c'est venu naturellement le fait que je sois dans le coaching et dans le conseil. J'ai aussi fait du conseil pour les entreprises pour le coup pendant une dizaine d'années. Donc je le faisais sans me rendre compte en fait finalement que j'étais au service vraiment d'une personne, parce que c'était plus les dirigeants d'entreprise, j'étais au service de personnes et je m'adaptais à chaque fois à leur état d'esprit, etc. pour justement et voilà, donc, enfin, je t'ai raconté un peu mon parcours, mais l'idée, c'est ça. C'est vrai qu'on peut croire que c'est facile, etc. Mais si on se fait chier, en guillemets, ben non, c'est pas fait pour toi. Et puis, on peut faire autre chose, quoi. Enfin, il y a enfin, d'autres métiers, en fait, par lesquels, au travers desquels on peut impacter. Mm. Et voilà. Mm. Si je te parle de ça, c'est parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de gens, surtout quand on est dans une recherche de se trouver, qui vont avoir ce que j'appelle le syndrome de l'objet brillant. Tu vois, on entend parler d'un truc, ça a Ouais. l'air cool, on y va. Et alors, du coup, ça ne doit être pas facile, après, c'est ton métier, de Oui, séparer ce qui est les influences externes de j'entends parler d'un truc, ça a l'air cool parce que la personne qui m'en a oui. parlé était souriante et de bonne humeur. Du coup, je vais faire comme lui. Je vais faire comme lui puisqu'il a l'air de bonne humeur. Ou quelque chose qui est plus de l'ordre de la motivation intrinsèque, Ouais. qui est lié à toi, tes valeurs, comme tu dis, les talents et tout ça. C'est ça, mais ça sort normalement de l'intérieur. Et l'idée, c'est justement de ne pas se comparer, de ne pas voir parce que l'un a réussi dans le coaching, c'est-à-dire que moi, je vais réussir. Pas du tout, parce que l'autre, dans ses valeurs, il y a peut-être des choses qui sont liées au coaching, mais dans la valeur de l'autre personne, ça n'a rien à voir. Donc, l'idée, c'est vraiment justement de ne pas tomber dans ce piège-là, parce que justement, les gens qui ne se font pas accompagner par des coachs, ils peuvent justement quitter, se reconvertir, aller faire une formation de coaching, etc.
et croire que c'est la bonne chose pour eux, alors qu'ils se sont pas penchés sur ce qu'ils veulent réellement, en fait. Hmm. Le piège, c'est le fait de se reconvertir sans passer par nous, quoi, par l'intérieur, par qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. Et même, on peut avoir des passions. Je sais pas si on peut avoir la passion pour le cheval, par exemple, mais la personne ne va pas forcément vouloir être dans une écurie toute la journée, être avec le cheval toute la journée, quoi. Mais faire une heure par semaine, ça lui suffit. C'est-à-dire, voilà, l'idée, c'est de faire la part des choses et de pas dire, voilà, ma passion, c'est ça. J'aime bien cuisiner à la maison, donc je vais faire cuisiner. Vraiment, ça peut faire un flop, quoi. Ouais. Ok, super. Et une dernière question, du coup, on va peut-être juste faire une ouverture, peut-être qu'on refera une interview là-dessus, mais Mhm. comme on parlait justement de le lien professionnel-personnel, tu viens de nous dire que tu t'intéressais aussi à la nutrition. Je sais que la Oui, nutrition, ça a un lien direct avec l'énergie. Moi, je oui, vois très bien que les coachés qui sont quand même de bonne humeur, qui sont joyeux, qui sont aussi dans l'ouverture, hein, aux autres, bah forcément, ça favorise les rencontres et les conclusions de rencontres, on pourrait dire. Euh, du coup, oui. quel conseil tu donnerais à un de mes coachés pour justement être en énergie, peut-être avant de sortir ou avant un rendez-vous ou qu'est-ce qu'il faudrait qu'il Oui, fasse alors? oui. Alors, en fait, alors, c'est mon avis, hein, c'est en tant que coach en nutrition, parce qu'il y a tellement, enfin, la nutrition, c'est encore un autre monde, enfin, il y a tellement d'écoles, entre guillemets. Ouais. Ce qui plombe l'énergie, en fait, c'est la digestion. La digestion, elle prend beaucoup, beaucoup d'énergie parce rend pas compte, on met un truc dans la bouche, ça va dans l'estomac, mais le système digestif, etc., l'estomac, il est obligé de digérer. Enfin, il peut pas garder ici. En fait, il est obligé. Donc, du coup, il va tout faire et aller prendre de l'énergie, puiser de l'énergie pour digérer ce qu'il y a à digérer. Et donc, du coup, l'idée, c'est pour ne pas plomber l'énergie, c'est de pas manger des choses qui sont très difficiles à digérer. Après, ça dépend des personnes. Par exemple, il y a des personnes qui vont éviter tout ce qui est très cru, des salades hyper crues avec beaucoup, beaucoup ça en fait faire qui vont avoir des ballonnements, enfin qui vont pas être bien, etc. Donc ça dépend des personnes, mais en général, ce qui plombe la digestion, ce qui prend beaucoup beaucoup de temps de digestion, c'est déjà d'éviter de manger des fruits après les repas. C'est vrai qu'on a tendance à manger des fruits comme dessert après le repas, donc ça c'est une erreur stratégique puisque en fait les fruits sont très, très faciles à digérer. Et du coup, si on les met après le repas, ils vont attendre, attendre, attendre. Enfin bref, et ça va faire que ça pour se faire digérer. Aussi, si on mélange tout ce qui est glucides, c'est-à-dire par exemple des pâtes ou du riz, etc., avec de la viande, là, ça fait on va dire, deux aliments macronutriments qui sont très forts à digérer. Et du coup, les deux, ça peut prendre, je sais pas, 6 ou 7 heures pour digérer, pour se faire digérer. Donc, du coup, l'idée, c'est si on veut garder un peu enfin, voilà, de l'énergie, c'est de pas manger. D'ailleurs, tu peux faire le test, par exemple, si tu prends que, par exemple, de la viande et des légumes, là, ça va aller, tu vas pas forcément avoir tu sais, le coup de barre après le déjeuner, là, on a envie de faire une sieste. Et si tu prends un plat de lasagne, par exemple, là où il y a des pâtes et de la viande, là, directement, on peut avoir un coup de barre. Donc, l'idée, voilà, c'est ça. C'est en gros d'éviter de manger, de mélanger tout ce qui est protéines, donc par exemple viande, poulet, etc., des protéines fortes, avec des glucides qui sont forts, par exemple, pâtes, le pain, etc. Donc, l'idée, c'est de manger, par exemple, des protéines avec des légumes, ou si on veut manger des pâtes, on mange avec des légumes, avec sauce tomate, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses Moi, ce que je euh, retiens là, si je devais reformuler déjà, c'est que, Vas-y, dis-moi. parce que c'est un peu C'est parti un petit peu. dense, c'est que en gros, il faut qu'ils évitent de manger juste avant le rendez-vous et qu'ils séparent bien les aliments, c'est-à-dire qu'ils ne mangent pas, comme tu l'as dit, de la viande avec des pâtes ou du riz, quoi, en gros. C'est la simplification que je. Voilà. C'est ça, c'est ça. C'est très bien. Bah voilà. Ok. Alors, comment on peut te suivre, Asna? Parce que du coup, si les gens ont envie sur ma chaîne de s'intéresser un peu plus à leur vie professionnelle ou à leur reconversion, s'ils ont envie d'en faire une, ou même à leur nutrition pour avoir peut-être plus d'énergie Oui, pour séduire ça. et faire des rencontres, et puis même en Oui, général dans leur vie, parce que bien sûr. l'énergie, elle aide partout. C'est ça. Comment on fait pour te suivre, Asna? Alors, j'ai mon site internet qui est asnayacoubi.com.
Ensuite, je suis beaucoup sur Facebook, donc c'est Asna Yacoubi. Je suis beaucoup sur Facebook et j'ai aussi un groupe Facebook qui s'appelle Les Ambitieux Sereins. Voilà, donc sinon je suis aussi sur Instagram, un peu moins, mais voilà, principalement sur Facebook et sur mon site internet asnayacoubi.com. Donc voilà, c'est pas la peine d'épeler, je pense. Peut-être tu mettras un petit mot, quelque chose. Je mettrai un lien dessous. Et du coup, si Super. vous avez des questions pour Asna sur la vie professionnelle et comment elle peut impacter éventuellement notre vie personnelle, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, Asna. Je te charge du coup, Merci beaucoup. tu prendras le temps de Oui, regarder un petit peu si tu veux bien. parfait. Ok, cool. Et ben, merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi, Raphaël. Merci de m'avoir donné l'occasion d'en parler, en tout cas. Ciao, ciao.